KB t'écoute, un podcast qui te ressemble. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, Vas-y. jeune personne? Moi, je suis Lina, je suis en D2. Je sais pas ce que je peux dire. Voilà. C'est très bien, Lina. Et moi, c'est Fantin. Je suis en césure entre ma D1 et ma D2 pour faire un M2. Ok. Voilà. Ok. Donc globalement, tous les deux, vous avez fait votre D1 l'année dernière, votre D1 l'année dernière au KB. Yep. Ok. Exactement. Merci d'avoir répondu du coup à notre invitation. Pas de problème. Le podcast du coup KB t'écoute, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout? Oui, on a entendu parler quand c'était qu'un projet à l'époque Ouais. pour toi, quand tu voulais postuler à Santé Pub, et après, quand tu as commencé à monter le projet et que tu as ramené des professeurs sur le projet, donc on a suivi ça de près, ouais. Trop bien, trop bien. Trop cool. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avec Et je suis plaisir. trop content du coup de vous avoir tous les deux. C'est Figure trop un peu emblématique du BDE de l'année Oh. dernière. Tout ça. Humblement. Mais oui, non, mais très figure importante déjà de votre promo, je pense. C'est gentil. On a fait beaucoup. On était beaucoup là. Ok, du coup, pour cet épisode, on va un peu essayer de parler de la D1, si ça vous va. Ouais. Vous allez nous parler un peu de votre ressenti, de votre vécu, de tout plein de choses, tout ce que vous avez envie de nous raconter. On a trop Carrément. hâte d'écouter un peu votre histoire, votre parcours, etc. Et donc, en fait, pour réitérer à nos auditeurs, je sais pas si on peut dire ça, nos auditeurs. On peut. Globalement, ça va être en fait une série d'épisodes où on va vous présenter du coup, on va faire intervenir du coup des personnes qui ont vécu une année au KB, et donc vous allez nous raconter un peu votre D1. Donc si vous pouvez un peu nous dire déjà ce que c'est que la D1, parce que certaines personnes ne sont pas forcément issues des études de médecine et c'est un peu un acronyme. Je sais même pas d'où ça vient en fait, D1, D2, P2, Je crois je sais que pas. c'est il y a quelques années. Ça date, C'est cette perdu. appellation. Ouais. Mais de quoi exactement, je sais pas. Parce qu'en fait, avant, parce que là, la D1, c'est la DFGSM 3. Ouais. Sauf qu'avant, ça s'appelait pas comme ça Ok. s'appelait BSM ou un truc comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit P1, P2, Ok. D1, Je savais pas. D2. Merci pour l'info. Merci pour les Voilà. tips. Et du coup, la D1, c'est la 3e année de médecine. C'est ça. Et donc là, maintenant, vous êtes toi, Quentin, du coup, t'es en Ouais. césure, et En Lina, Moi, je suis en 4e quatrième année, en D2. Ok. Et donc, on va commencer, on va se mettre directement dans le plat, hein. On va parler du coup de la transition entre la P2 et la D1. Est-ce que vous pouvez nous en parler vite fait? Comment ça s'est passé pour vous? Vous étiez content, vous n'étiez pas content? Est-ce qu'on vous a un peu raconté des histoires sur la D1 auxquelles vous attendez pas trop, etc. Ouais. Moi, je dirais que, notamment, mon parrain m'avait dit que la D1, c'était pas le même niveau que la P2. Ok. Donc, j'appréhendais aussi. J'étais aussi très content de retrouver tout le monde après l'été. Enfin, voilà, la P2, ça passe très vite, on rencontre beaucoup de gens, et puis on digère l'été, et après la D1, on se remet dedans, et en plus, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, donc c'est très sympa. Mais donc, c'est ça, c'est un peu, on est partagé entre, on sait que c'est une année plus exigeante et qui commence pour le coup dès le début d'année et assez vite. Et du coup, l'intégration, des nouvelles têtes, et puis on est content de revoir tout le monde. Donc voilà, faut faire la part des choses entre les deux et bien répartir son temps. Ouais, je suis assez d'accord. La D1, ça commence assez rapidement. C'est vrai qu'en P2, on a d'abord un stage, le mois d'intégration, des petites activités, tout ça. Alors que là, en D1, on arrive, 3 semaines après, tu as ton premier contrôle continu. C'est beaucoup plus rapide. Et les matières aussi sont beaucoup plus denses, enfin en tout cas pour 2 d'entre elles. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais il y en a 2 qui sont des gros morceaux, et donc il faut tout de suite s'y mettre, et c'est pas les plus faciles à appréhender, donc il faut se mettre au travail assez vite. Ok. Surtout que c'est une période d'intégration où on doit intégrer les nouveaux arrivants. Du coup, souvent, on fait de l'associatif, on est intégré dans des associations. Du coup, on a des jobs à faire, entre guillemets. Et du coup, il faut gérer ça aussi à côté. Ok. Et du coup, globalement, de ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous avez un peu eu des moments intenses ou phares au cours de l'année. Il n'y avait pas peut-être forcément en P2, par exemple, du coup, comme tu as dit, Lina, il y avait l'intégration. Donc, au tout début de l'année, c'était peut-être une période un peu intense, etc. Et qu'en plus, du coup, il y avait les premiers CC, etc. Ouais. Donc, c'était des choses peut-être un peu plus compliquées Ouais. à gérer. Et vous, ça allait? C'était quoi un peu les périodes difficiles au cours de cette année-là? Je pense que la période la plus difficile, c'était les partiels du S1, Ok. puisqu'on est en période de stage. Ah oui.
Du coup, Ah, c'est assez difficile. compliqué à gérer. Ouais, d'aller en stage le matin et de travailler l'après-midi. Certains ont des babysitting, des jobs après. Donc, il y a plusieurs facteurs à gérer dans ce mois de janvier où tu sors des fêtes, où tu es censé avoir passé du bon temps, mais t'as pas forcément passé des bonnes vacances parce que tu avais les partiels juste après. Tu débarques dans un service où tu es plus ou moins intégré. Enfin, il y a plusieurs facteurs à gérer et je trouvais que c'était assez compliqué comme période. Ok. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je dirais aussi l'intégration a été assez dense. D'accord. Ça dépend assez des engagements associatifs de chacun, mais c'est vrai que nous deux, on a cumulé quelques mandats associatifs et du coup, de devoir tout gérer pour présenter les projets, chercher des nouveaux PIO par exemple dans les P2, etc. C'était assez dense. Et une autre période assez dense pour moi, ça a été pour le coup plutôt au S2 sur la petite mobilisation voilà, où on a dû gérer et en parler beaucoup et être très présent, donc ça a été très engageant de ce côté-là aussi. Moi, je pense que tu nous en parleras un peu après, etc. J'y manquerai pas. Top. Et globalement, en fait, si vous pouvez nous résumer, on aura un épisode aussi sur la P2, mais si vous pouvez nous dire juste un seul mot sur votre P2. En un mot ? En un mot. Si vous pouvez résumer la P2, en ayant du coup votre rétrospection sur la D1. Je dirais compliqué. Intense pour le coup. Moi, je dirais découverte, parce qu'on découvre notre futur métier, on découvre plein de gens, on découvre plein de choses. Du coup, je dirais découverte. Ok, top. Et globalement, est-ce que ça vous va si on vous parle un peu aussi de votre parcours ? Parce qu'en fait, tous les deux, vous êtes issus... je connais toujours pas trop bien le système PASS-LAS. Enfin, c'était toujours... c'était Ouais. PASS-LAS. Si vous pouvez dire deux Vas-y, mots là-dessus. Alors, moi, je viens d'une passe. J'ai fait le parcours le plus simple, entre guillemets. Donc, première année de passe, et je suis passée en P2, en ayant passé les euros. Trop Voilà. forte. Voilà. Moi, j'ai un parcours un peu plus atypique. Parce que C'est genre, on a les deux. J'aime l'attention. mais moi, j'ai fait une P1 du coup, que je n'ai pas eu. Enfin, j'ai pas eu le classement pour aller en médecine que je voyais. Ok. Du coup, je suis allé en LAS de droit. Ok. Voilà, donc j'étais tout seul. Et donc, ça a été une année très, très particulière, parce que je ne connaissais pas du tout le droit. Mais finalement, j'y ai pris assez goût, donc c'était enrichissant aussi. Et puis, je suis arrivé en deuxième année, voilà. Ok. Puis après, moi, j'ai fait le parcours Averroès, qui du coup, pareil, me rajoutait encore une fois, une petite distinction, mais... Bon, tu nous en parleras aussi après. Tellement de choses à J'en savoir. parlerai. Trop de choses. Ok, bah top. Donc, c'est bien en fait. Du coup, on a un peu du coup deux profils différents. Et à votre avis, est-ce que ça peut avoir une incidence un peu sur ces études de médecine ? En tout cas là, pour votre P2, est-ce que vous avez l'un et l'autre ressenti des difficultés est-ce que vous avez ressenti les mêmes difficultés ou pas forcément Et après, du coup, est-ce que ça s'est représenté aussi sur la D1 ou pas forcément ? Tu veux dire des difficultés de... D'apprentissage, Ouais. les études de médecine en soi, les cours. je dirais, à titre personnel, du coup, je venais d'une année où j'avais fait du droit. Ouais. Pour ceux qui sont profanes en droit, c'est des études qui sont très exigeantes, mais où on t'explique que la forme compte autant que le fond. Donc c'est vrai que pour nous, scientifiques et futurs médecins, c'est assez compliqué de se dire ça quand on coche des QCM. Mais du coup, c'était une manière totalement différente de travailler. Et à titre personnel, du coup, c'est une quantité importante d'informations à ingérer, bien sûr. Mais voilà, il faut travailler cette matière brute et il faut emmagasiner toutes ces données. Et c'est vrai qu'en plus, le premier semestre de P2 a beaucoup de matières différentes au final. Avec des grosses matières, bien sûr, cardio et pneumo, mais avec beaucoup de petites matières aussi qu'il ne faut pas négliger et qui demandent du temps, mine de rien. Donc il faut bien emmagasiner toutes ces différentes matières et pas faire d'impasse surtout. Donc il faut s'y mettre sérieusement, mais c'est faisable. Ok. Et moi, personnellement, je trouve que ça change pas grand-chose d'avoir fait une passe ou une LAS. Je pense même que les LAS sont plus habitués à avoir ce train de vie où on va à la fac, on va en TD, on va en cours, alors qu'en passe, en vrai, on passe notre année à la BU. Et on n'a que 2 concours. Du coup, on n'est pas habitué à avoir des contrôles continus, à travailler régulièrement. C'est plus du tout ou rien. Alors que là, en P2, on a des contrôles continus. Je sais que vous les avez eu tous d'un coup, mais Ouais. nous, c'était plus réparti dans le C'est vrai. semestre. Ok. Donc, je pense pas que ça change quelque chose. Moi, personnellement, ma méthode de travail de P1
et de P2 n'était pas du tout, mais alors pas du tout la même. Donc franchement, je suis pas sûre que ça change quelque chose. Ok. Parce que c'est vrai que moi j'entends beaucoup un peu le débat éternel, ouais, Oui. les passes sont meilleures que les LAS, ou les LAS Bah, sont plus concurrents, plus... je suis pas forcément d'accord, parce qu'en fait, en LAS, tu gères ta licence et Ouais. tes matières de médecine, alors qu'en passe, on a vraiment que nos matières de médecine à gérer. Et puis les LAS du coup sont beaucoup plus disparates et hétérogènes Oui, c'est Oui. sûr. que les passes du coup en fonction de ta majeure. C'est comme je le disais, c'est pas du tout la même façon de travailler et pas du tout non plus les mêmes exigences au final, donc c'est compliqué, mais je pense que ce que disait Lina pour le coup, c'est le côté d'être polyvalent, c'est de pouvoir gérer plusieurs choses à la fois une mineure et une majeure. En parallèle, je pense que c'est une véritable qualité que les passes n'ont pas forcément. Je suis d'accord. Ok, bon, bah, on reposera la question aux autres intervenants, etc. Mais, et aussi, du coup, moi je voulais savoir si vous avez constaté, vous, un vrai changement entre la P2 et la D1. Enfin, du coup, surtout la transition qui s'est faite. Est-ce que vous avez constaté, vous, des choses qui vont vraiment changer ? Est-ce que vous avez eu peut-être un peu plus de temps pour vous, peut-être plus de temps à consacrer du coup, pour des assos ou des choses comme ça, ou pas trop ? Moi, je dirais que, comme disait Lina, il y a moins le côté découverte quand on est en D1. Forcément, on connaît les locaux, on connaît sa promo quand même en majorité. Donc, bien sûr, il y a la découverte, mais on est plus habitué même au rythme qu'il faut avoir, à la rigueur qu'il faut avoir tous les jours, de travailler un peu pour éviter de se laisser submerger. La différence, c'est que, en tout cas pour nous, on avait des mandats associatifs en plus qu'on n'avait pas en P2. Donc, il faut les assumer et il faut les faire bien parce que sinon, c'est notre promo et toute la fac qui en paie les pots cassés. Mais, donc, il y a des choses à prendre en compte, mais on a l'expérience quand même de la P2. Donc c'est un équilibre à trouver. Je pense pas que ce soit simple, c'est sûrement possible, mais à titre personnel, ça a été par pic quand il y avait beaucoup de choses à la fois. Parfois on se sent un peu submergé, mais il faut prioriser avant tout. Ça reste les études avant tout, bien sûr. Mais ensuite on arrive à garder le rythme, il suffit juste d'être concentré, organisé, et on y arrive. Ok. Je pense que le mot d'ordre, c'est organisation. La charge de travail entre la P2 et la D1, je trouvais que c'était à peu près la même. Ok. Voire un peu plus intense en D1. Je ça trouve dépend un peu des plus gens. intense. Mais, je sais pas. En fait, on a moins de matière, du coup, je trouvais ça un peu plus... on se dispersait moins, on revenait vite à l'essentiel. Alors qu'en P2, on avait 10 matières au S1, du coup, fallait trouver le temps pour chacune des matières. Donc je trouvais que ça changeait pas énormément. Après je pense que comme l'a dit Fantin, c'est le fait qu'on s'était déjà habitué à ce rythme là, du coup on connaissait. Mais oui, en effet, avoir un mandat à côté, plusieurs pour certains, un job étudiant pour d'autres, une vie familiale, sociale, etc. En fait, il faut gérer plusieurs facteurs et ça peut être assez compliqué, mais c'est toi et ce que tu choisis de faire. Je sais qu'il y en a qui ont choisi de rien faire à côté et qui ont passé une très très belle année où ils ont pu voyager, etc. Donc c'est vraiment toi et ce que tu décides de faire. Exactement. Donc en vrai, pour vous, vous pensez qu'on peut toujours avoir un peu de temps pour nous-mêmes, qu'on Bien sûr. consacre à une vie associative. Même je dirais c'est important parce que finalement, même si on peut faire plusieurs choses, on peut travailler, avoir des mandats associatifs, au final, ce qui, j'ai envie de dire, nourrit l'âme, c'est quand même les gens et voilà, de discuter, de rencontrer des gens, et c'est ça qui permet de tenir, et c'est ça qui... Moi, ce que je trouve fou dans ces études, c'est qu'on est quand même assez soudés malgré des promos assez importantes. Donc, je trouve que c'est hyper important de ne pas négliger cet aspect-là, à la fois dans la promo, bien sûr, mais aussi à l'extérieur, d'avoir sa vie à côté aussi. Ça permet de sortir la tête et ça fait du bien parfois. C'est très beau ce que tu dis. Je dirais même que c'est hyper important parce que c'est un peu la dernière année avant l'externat qui est beaucoup plus compliquée. Donc, il faut en profiter un maximum. Ok. Et moi aussi, je voulais vous poser la question. Je ne sais pas si vous connaissez un peu des gens, du coup, des étudiants en médecine, mais qui sont issus d'autres facs, surtout SU ou l'UP, qui sont vraiment des très très grosses facs. Vous, votre ressenti par rapport à KB, vous avez l'impression qu'on est quand même une fac à taille humaine, et donc on a
plus, on a cette chance du coup de côtoyer les gens plus facilement et c'est très restreint. Vous le ressentez vraiment vous un peu cet aspect où vous connaissez un peu les têtes, vous voyez un peu les gens et tout. Bah pour le coup, moi ayant fait un mandat On a compris. comme j'ai pu le dire, j'ai pu voir assez régulièrement des gens d'autres facs, notamment des facs parisiennes. On était assez proches parce qu'on travaillait autour des mêmes thématiques. Et pour le coup, c'est vrai qu'on ressentait cette différence-là, notamment, comme tu le dis, avec UP ou SU, qui sont des grosses facs. Et c'est vraiment, je pense, un atout et une chance qu'on a à KB d'être dans une fac vraiment, comme tu dis, à taille humaine, en fait, où finalement, même de tête, on peut connaître la majorité de sa promo, même des promos en dessous. C'est accessible, en fait. On peut trouver des gens, on peut connaître des gens, et ça, c'est vraiment une chance, surtout dans ces études qui sont exigeantes et qui sont parfois stressantes, de pouvoir aller discuter avec n'importe qui, entre guillemets, pour en parler, déstresser, boire un café. C'est vraiment une chance pour le coup. Je suis d'accord. J'ai rien à rajouter. Ok, top. Si ça vous va, on va aussi un peu parler des cours, du coup, de cette D1. Alors, pour vous, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été facile, comment vous l'avez, les cours, comment vous les avez vécus? On le fait à l'unisson. 1, 2, 3. Perfection. Oh là là. Voilà. Et je pense que c'était le point noir de notre promo. Je pense que de toutes les années, c'est une bête noire, mais... Traumatisme. Ouais, j'ai cru entendre que c'était particulièrement difficile l'année dernière. En fait, à titre personnel, en fait, déjà, c'est une matière exigeante, comme on le sait, et puis en plus, on le revoit avec le pilier en fin d'année. Mais c'est une matière qui est beaucoup... Moi, une des grandes difficultés que j'ai eues et qui m'a posé problème, en fait, c'est un peu le manque de transversalité au sein de la matière. En fait, j'ai trouvé ça très indépendant, même si, bien sûr, il y a des cours qui sont globales et qu'on peut avoir une réflexion derrière, mais je trouvais que c'était... parfois, il fallait juste apprendre, et c'est ça qui perso, a mis en difficulté, c'est justement ce manque de compréhension globale de comment, pour le coup, la cardio ou la pneumo peuvent fonctionner. On a une réflexion globale et on arrive à réfléchir et à avoir une réflexion derrière qui nous permet d'aboutir à une réponse. Là, pour le coup, il faut avoir les connaissances et, entre guillemets, être sûr de soi. Donc c'est ça qui fait la difficulté, mais je sais que pour le coup, des avis d'externes que j'ai pu avoir, c'est qu'au contraire, le PILI, c'est du coup un collège qui regroupe des items mais qui sont dans plein d'autres items, donc pour le coup, lui, il est assez transversal, mais je pense qu'avec le recul de l'externat, il est assez transversal, mais au début, la première impression en D1 est un peu rude. Et je pense que aussi on est habitué à travailler par groupe anatomique, et donc par exemple en cardio, en pneumo, etc. On a d'abord fait la nat, puis la physio, puis la sémio, etc. Alors que là, on nous fait virus par virus, parasite par parasite, toutes les caractéristiques tout en fait. Et c'est vrai que quand t'abordes cette matière-là, tu te retrouves un peu perdu. Moi perso, je suis une personne qui a vraiment besoin de comprendre pour apprendre. Et c'est vrai que c'est un peu difficile. On te dit, le virus, je sais pas moi, l'hépatite B, elle te fait ça. Tu le diagnostiques comme ça et tu fais ça. Voilà. Du coup, c'est assez difficile, je trouve. C'est très vrai, et c'est d'autant plus que pour moi, ça a pris son sens une fois qu'on a commencé à faire des examens sous forme de DP. C'est là où je trouvais que cette matière, elle prenait le plus de sens pour le coup. Mais c'est vrai qu'au début, apprendre, comme tu dis, toutes les caractéristiques de comment tel parasite est transmis en buvant de l'eau, en se baignant dans ça. Tout peut assez vite se mélanger, et on ne comprend pas au début forcément pourquoi apprendre autant de détails. Et c'est une fois qu'on le met en pratique, on comprend en fait pourquoi c'est hyper important. Et en plus, ça fait écho à ce qu'on nous dit depuis le début de la P2, de l'interrogatoire, des questions qui peuvent nous paraître bêtes et inutiles, qui peuvent faire la différence et être hyper importantes au final. Donc, elle est intéressante et exigeante, cette matière, mais elle est compliquée. Je suis d'accord. Ça restera du coup sur ce mot-là. Mais vous pensez du coup si peut-être ça avait été introduit, je sais pas, parce que du coup je sais pas du tout comment ça fonctionne le système PASLAS. Est-ce que vous aviez eu un peu des notions en agents infectieux ou pas du tout? Parce qu'après je sais que peut-être en cardio pneumo vous avez eu peut-être la nat, ça a pu entre guillemets aider à introduire ces matières. Vous pensez que si ça avait été vu un petit peu avant, ça aurait pu faciliter un peu
son apprentissage ou la compréhension des trucs ou pas trop? Bah, j'avoue qu'en fait, vu qu'en passe, t'essaies d'avoir. Enfin, c'est une filière de santé et pas que de médecine, du coup, bah, c'est vraiment général, Ouais. très très général. Enfin, t'apprends la biologie, etc. Mhm. Mais tu vas pas t'intéresser aux maladies plus. Ouais. Enfin, C'est vrai que pour les kinésithérapeutes, ouais, savoir. ça les paraît, maladies. ça paraît un peu éloigné. Ça paraît un excessif, peu ouais. long, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même notamment dans la matière de biologie, il y avait quand même Mhm. on peut dire des prémices avec un peu, comment ça s'appelle, les réplications virales, etc. On avait quand même, avec un peu de génétique, on avait des prémices, mais c'est vrai que c'était assez Abstrait. abstrait et très sporadique quand même. On n'avait pas beaucoup de... Et dans les autres matières, en P2, on avait quelques cours, je pense surtout à reins et voies urinaires. On avait un cours là, qui me vient à l'esprit, du coup, sur les infections urinaires. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez absent du programme avant de mettre les pieds dedans début de D2. Moi, un D1. conseil que j'aurais, c'est vraiment s'il y a des personnes dans vos stages, des patients qui ont des maladies, des infections, de Mhm. vraiment s'y intéresser à fond parce que ça aide vraiment de se dire, ouais, bon, cette personne, elle a ça, comment elle a eu ça, comment on la diagnostique, etc. C'est vraiment. Mais après, c'est un peu pour toutes les matières, mais je trouve qu'en infection imagée, c'est hyper important parce que sinon, on a zéro. Mm. zéro... Ok. C'est, ouais. Et au final, par contre, c'est passé pour vous ou avec du travail C'est avec du travail Je sais pas encore comment c'est beaucoup passé, de- mais c'est passé. beaucoup de sueur et de pleurs, mais Et si vous avez des petits tips à donner peut-être pour des P2 actuels ou des futurs P2 s'ils veulent peut-être anticiper pour ce qu'il faut anticiper ou sais- comment la travailler peut-être pour la D1 Je sais que pour le coup, j'avais une amie qui au hasard, est arrivée en maladie infectieuse AKB en stage Ouais. et qui est un super stage avec des encadrants vraiment super pour le coup, une belle prise en charge. Et ça a vraiment, pour le coup, ça les a aidés à consolider pas mal de notions et de comprendre vraiment la démarche diagnostique qui est hyper importante. Et ce qui est un peu dur au début, je pense, quand on a le cours sur, comme tu disais, toutes les caractéristiques des bactéries, c'est pas la démarche diagnostique qu'il y a derrière, c'est pas ce qui ressort en premier. Donc d'aller en stage, je pense en maladie infectieuse, si vous avez la chance, Ouais. c'est vraiment une plus-value et donc d'y aller, de vous intéresser vraiment, c'est super. Et puis en plus, en général, on a des cas qui sont pas voilà, qui sont pas communs, donc voilà, des tuberculoses, etc. Des maladies pour des personnes qui ont un parcours migratoire, du coup qu'on n'a pas tous les jours, c'est vraiment hyper enrichissant. Donc si vous pouvez aller dans ce stage, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Ok. Et moi, pour les D1, c'est d'aller en TD et de faire les TD parce que Oui. pour le coup, c'est l'inverse des cours. C'est Ouais. on part d'un patient avec des symptômes et on essaye de trouver ce qu'il a. Et c'est plus la démarche qu'il faut avoir dans les DP que ce qu'il y a dans les cours. Donc Ouais. c'est cool d'avoir Et, les TD. et je rajouterais, tu m'as fait penser, mais c'est de faire des annales aussi, Ouais. sous forme de DP. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez déroutant. Et pour moi, le premier, au début, la forme du DP, de valider une réponse et de ne pas pouvoir revenir dessus après. Il faut Donc, qu'on explique c'est quoi un DP en fait. Ouais. Bah oui, en fait, ouais, c'est quoi un c'est DP? vrai. Un DP, c'est un dossier progressif. Donc en fait, c'est en général 7, 8 questions. Mm. Et en fait, ça va être pour le coup vraiment une démarche diagnostique de vous recevez un patient aux urgences, vous avez un tableau clinique qui est explosé. Et il va falloir donc après la docimologie prend différentes formes. C'est pour le coup soit vous devez écrire la maladie donc que vous pensez ou la bactérie et à chaque fois c'est une question donc qui est validée, qui est figée, que vous pouvez pas revenir après parce que la question d'après vous orienterez sur la réponse d'avant. Ok. Je sais pas si c'est clair, mais Oui. donc au final, Un peu clair. voilà, c'est un peu perturbant au début de devoir valider une question et de plus pouvoir revenir Ouais. derrière et de pas pouvoir se relire. Donc c'est toute cette réflexion là où il faut être sûr de soi et il faut vraiment comprendre le cheminement. Mm. Voilà, et être capable aussi de le rattraper éventuellement si on s'est trompé sur une réponse, de se dire ah oui, c'est vrai que c'était Ouais. pas celle-ci, mais Et c'est un peu la première fois où on commence vraiment à réfléchir comme un médecin. Ouais. Parce qu'avant c'était vraiment QCM. Ouais, ouais. Est-ce que sur un petit détail d'un petit cours, là non, c'est tu commences à réfléchir, on te demande ouais à ton avis c'est quelle imagerie qu'il faut prescrire. Ok. Donc tu sors Et- échographie et on te dit ah non c'est un scanner. voilà. Mais c'est pour le coup c'est vraiment hyper pertinent comme Ouais. comme façon d'évaluer Ouais. parce que c'est vraiment la démarche diagnostique qu'il faut et en plus sur comme on l'a dit une matière qui est hyper polyvalente. Ouais. Ça touche à tous les organes, tous les systèmes. C'est hyper intéressant. Trop bien. Et du coup, j'ai aussi cru comprendre qu'il y avait une autre matière qui était un peu, peut-être pas forcément difficile, mais je crois assez, voire très dense.
Danse, ouais. La neuro. La neuro. La neuro. À titre personnel, c'est perso une matière qui m'a beaucoup intéressé. Ouais. Je pense comme beaucoup, qui paraît un peu, j'ai envie de dire, mystique au premier abord. Voilà, on a peut-être des clichés en tête de cligner 2 fois des yeux. Mais au final, en fait, pour le coup, je trouvais que cette matière, elle était... déjà, la structure de la matière ressemblait plus à ce qu'on connaissait, comme tu pouvais le décrire, donc avec de l'anatomie, de la sémio, de la physio. Et la démarche derrière était assez, comment dire, je dirais pas intuitive, mais logique. Enfin, ça allait, et en fait, il fallait... Moi, si je pouvais donner un conseil, c'est de travailler l'anatomie énormément au début. Parce qu'en fait, si vous avez une anatomie solide en neuro, vous allez comprendre toute la sémio, en fait, ce sera vraiment logique pour vous. Donc, ça vaut le coup au début de passer énormément de temps sur l'anatomie, le temps que ça rentre. Et la physio. Et la physio, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que la partie anatomie est plus dense que la physio. Mais c'est vrai que ces 2 parties-là, si vous avez ça, c'est vrai dans toutes les matières, mais je trouvais que particulièrement dans neuro, c'était très vrai. En fait, la neuro, c'est hyper simple, entre guillemets. C'est hyper concret. T'as des nerfs, t'as un cerveau, t'as des nerfs, t'as des faisceaux qui vont dans tous les sens. Si tu coupes ce faisceau, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, à partir du moment où tu comprends qu'est-ce qui se passe, si tu coupes à cet endroit-là, bah, t'as toute la sémiologie qui est derrière. Donc c'est ça qui est cool. Il faut vraiment bien comprendre pour que dès qu'il y a un problème à ce niveau-là, tu sais très bien, tu auras quoi comme symptôme. Le corps humain est bien fait. De fou, très, quand très, on y très pense. bien. Et est-ce que vous vous sentiez un peu dépassé si genre vous suiviez un peu le planning de la fac ou les cours c'était un peu... Bah, du coup, à titre personnel, comme j'ai dit, j'ai fait le programme Averroès. Donc, ça veut dire en fait que j'avais des cours donc de mon programme en parallèle en même temps. Donc, de facto, il y avait des moments où je pouvais pas être à 2 endroits en même temps. Donc, j'avoue que médecine, pour le coup, c'est là où la partie de mon cursus que j'ai, pour le coup, je comptais sur du coup, les diapos et les supports mis à disposition. Mais j'essayais de suivre au moins le rythme pour essayer le rythme des cours, de parution des Ronéo, etc. Pour justement éviter de prendre du retard vis-à-vis de ça. Parce que je pense que c'est quelque chose qui pêche beaucoup chez les étudiants, c'est prendre du retard. Et après de devoir tout rattraper d'un coup, c'est là où c'est compliqué. Chaud, Donc pour le coup, de rester vraiment au rythme, d'aller en amphi ou pas, c'est en fonction de votre façon de travailler. Mais c'est vrai que les TD sont quand même assez intéressants, particulièrement en infectieux, comme tu le disais. Et en plus, ils sont pas si nombreux que ça au final. Donc, je crois qu'il y a un peu plus d'une dizaine. Même pas. Même pas. Donc, je trouve que c'est très très bien d'y aller. Et après, oui, suivre le rythme de la fac, ça vous permettra de ne pas vous retrouver dans la panade après. Et en plus, la neuro, il y a beaucoup de cours qui sortent entre les 2 CC. Je me rappelle que moi, j'étais partie en vacances et je suis revenue avec 40 cours de retard. Et c'était un peu chaud. Mais oui, et même les cours de neuro, moi, je me rappelle des CCA et tout. Et c'était vraiment hyper intéressant parce qu'ils te montraient plein de vidéos. Si vous voulez jeter un coup d'œil au collège de neuro en ligne, il y a plein de vidéos aussi. Et ça, c'est trop cool parce que, genre, des fois, on sort nystagmus, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu vas voir, c'est imagé. Et du coup, bah, tu sais très bien ce que ça veut dire. Donc, vraiment, essayer d'imager. Ok, bah top. Bah, on prend un peu toutes ces notes-là. Et du coup, tu parlais à un moment des collèges, les fameux collèges. Est-ce que l'un de vous deux se sent chaud pour nous expliquer un peu, c'est quoi les collèges, pourquoi maintenant ? Est-ce que vous avez... D'ailleurs, je ne sais même pas si on est les seuls à commencer les collèges en tant que fac de médecine en 3e année, des choses comme ça. Il y en a qui commencent plus tôt. Alors, un collège, c'est quoi ? C'est un collège d'enseignants, donc c'est plusieurs enseignants, plusieurs chefs de, je sais pas, de service, partout en France. De partout en France, qui se regroupent et qui rédigent un référentiel pour les EDN. Donc, ils vont venir... Là, depuis la réforme, c'est classé sous rang A, rang B, rang C. Donc, rang A, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir 14 sur 20 pour valider les EDN au rang A. Rang B, ensuite, il faut avoir de bonnes notes, histoire d'avoir un bon classement. Et rang C, on s'en fout. C'est pour la culture. C'est pour la culture. C'est pour les internes après. C'est pour les internes après. C'est beaucoup plus poussé. Et la logique derrière ça, c'était d'essayer en fait, de hiérarchiser les connaissances. C'est ça. Donc le rang A, c'est ce qu'on estime en fait que tout médecin, peu importe sa spécialité, devrait connaître. Et rang B, pour le coup, c'est le coefficient le plus important en fonction de la spécialité que vous voulez faire.
Donc ça, vous pouvez retrouver sur les plateformes sur l'UNES. Ok. Vous pouvez retrouver les classements et les différents coefficients si ça vous intéresse. Mais voilà, c'était ça la logique derrière. Après, on n'est pas un bon médecin si on apprend que les rangs A, à savoir. Parce que c'est un peu vraiment le strict minimum. Voilà. Donc faites les rangs B, c'est important. Le rang C, Et- je vous écoute. Non, ça va aller. Alors ça, je les lis même pas. Mais du coup, on a un collège par matière. Ok. Donc il y en a plus de 30. Ça, c'est pour les EDN. pour les EDN. Ouais. Donc à savoir pour les EDN, qui est le concours EDN écrit. Ah oui, Qui est le concours que les D4 viennent de passer actuellement. Hier. force à eux. Hier. Force Bravo. à eux. Force. Ah Qui oui, est bravo. en octobre Bravo pour les 5 de la jours. D4. Ouais, Voilà. un peu compliqué. C'est ça. Mais on en Et, reparlera. et du coup, en D1, on passe 3 collèges anticipés. Ok. ça. Qui sont donc techniquement du parcours de la D2, Mm. donc du cycle d'après, et on commence par du coup cardiologie, pneumologie et infectiologie. Ok. Et c'est pas une spécificité de KB, il y a des facs, je sais qu'à Nice, ils commencent 7 collèges en D1 Ah ouais. sur l'année. Putain. Sorbonne, ils en font pas mal aussi, si je Ouais. dis pas de bêtises. Vu qu'on a 6 mois de révision, parce qu'avant les écrits étaient en juin, Ouais. maintenant ils sont en octobre, maintenant il y a 6 mois de révision en moins, du coup tout le monde commence plus tôt. Ouais, pour Et optimiser c'est- un peu le ouais, temps. c'est Du ça. coup, Et c'est vrai que c'est assez intéressant pour le coup d'échanger avec des gens d'autres facultés, parce que la façon même de l'externat, comment c'est organisé, est très différente partout. Il y a certaines facs où ils sont toute l'année en stage, mais que le matin. Mm. Et pour le coup, ils commencent des gardes dès la D1. Donc ça, c'est le Sorbonne pour le coup. Et pareil, les matières sont organisées différemment. Et en fait, ils ont en parallèle le collège et la matière de DFG. Mm. Donc c'est toute une façon d'apprendre différente. Je sais pas laquelle est le mieux, mais je pense qu'à KB, on n'est pas trop mal lotis, honnêtement. Mm. Et je trouve aussi c'est pas mal de commencer par ces collèges-là. Infectio, c'est encore assez frais, donc c'est déjà une bonne avance pour le pays. ouais, c'est cool. Et cardio et pneumos, c'est pour le coup, c'est des collèges base. assez denses, et c'est la base. Et ça fait un rappel de un an avant, donc c'est pas plus mal de voir là. Après, la difficulté, pour le coup, c'est de s'en souvenir pour les EDN, donc c'est quelque chose... en fait, c'est les matières que vous ferez en fin de D1 et que vous ne referez plus. Ah ouais. On ne refera plus avec la fac, on aura Ok. des tours, on aura des confs du TAMPS qui sont proposés, mais on le refera plus avec la fac, on n'aura plus de partiels sur les cardio, la pneumo Ok. et l'infection. C'est la Donc Donc, première vraiment et bien dernière fois, faut vraiment bien les bosser quoi. voilà, d'où l'intérêt de bien travailler en P2 et en D1 aussi, parce que pour le coup, d'avoir des bases solides dans les matières, ça vous donne une avance vraiment considérable. Je pense surtout à la pneumologie, c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais où il y a des collèges où il y a énormément de sémiologie que vous avez vu déjà en P2. Donc si vous avez des bases solides et que vous avez compris la logique, comme on disait, vous avez vraiment une avance pour le collège et vous serez plus à l'aise pour l'apprendre et même vous en souvenir plus tard. Donc, Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que dans les collèges, on refait pas la natte, on refait pas la physio, on refait pas l'histoire-embryo. Du coup, si vous n'avez pas ces bases-là, c'est hyper compliqué d'apprendre les maladies de la sémio sans avoir ces bases-là. Donc moi, vraiment, je vois très bien les matières auxquelles que j'ai pas taffé en P2D1, Ouais. que maintenant j'ai du retard et je le vois très très bien. Et des fois, je ressors les renéos pour reprendre justement et avoir cette continuité. Nos études, elles sont extrêmement bien faites. Si on fait ces matières en P2 en D1 avant de les revoir, c'est pour une raison et c'est pour avoir cette continuité-là. Et c'est vrai que quand on n'a pas la natte, savoir pourquoi le cœur il bat à ce moment-là trop vite, c'est compliqué. Ok. Et du coup, tu soulevais un truc intéressant quand même, Fantin, de savoir si ça pouvait avoir une incidence d'avoir des stages du coup qu'en matinée ou sur une journée complète. Du coup, je crois que toi, Lina, tu as commencé les stages. Du coup, Fantin, l'année prochaine. l'année prochaine. Je t'attendais. Mais du coup, Lina, tu peux nous donner peut-être un peu ton ressenti, toi, de comment, si tu vois une différence entre avoir des stages le matin de ce que tu faisais en P2D1 et là actuellement. Ouais. Les stages, ils n'ont rien à voir, je vais pas vous mentir. Là, on est en période de stage, donc là, c'est la 5e semaine, je crois, sur Ok. 7. Ok. Donc, on a stage toute la journée de 9h à 17h, Ouais. plus ou moins. Des fois, on nous garde un peu plus longtemps. mais en fait, c'est cool parce que moi, je me rappelle que quand on a stage que de 9h à midi, Ouais. on voit rien concrètement. Le temps de faire les transmissions, le temps on a à peine le temps de voir 2-3 patients, quoi. Alors que là, rester toute la journée, ça permet de vivre dans le service, de connaître l'équipe soignante, de voir les patients, de les examiner, de les accompagner à leurs examens, de vraiment d'avoir une continuité, ça c'est important. Alors que quand tu pars à midi, que tu reviens le lendemain, tu sais pas ce qui s'est passé, Ouais. tu dois tout rattraper, c'est un peu compliqué. Du coup, ça n'a rien à voir.
On te fait aussi beaucoup plus confiance. Genre, par exemple, c'est toi qui fais les entrées souvent quand tu es externe. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui vois le patient en premier, plus ou moins après les infirmières, bien sûr, mais qui doivent évaluer le patient et te dire est-ce qu'il y a une détresse vitale. Si oui, je vais appeler les autres. On crie à l'aide. Mais s'il n'y a rien, des fois, les internes, ils ne repassent pas voir le patient avant quelques heures. Donc, s'il y a un danger vital, c'est à toi de le voir pour que... parce que les internes, ils ont 10 patients, quoi. Ouais. Enfin, ils ont plusieurs personnes à gérer, donc ils n'ont pas tout le temps de voir les entrées directement. Donc, c'est à toi de t'as quand même cette responsabilité. T'as quand même cette responsabilité. De bien faire attention, etc. Et tout. Ok, et là, du coup, globalement, est-ce que tu arrives quand même à un peu avoir le temps de bosser après les stages? C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, à KB, du coup, on a vraiment cette répartition stage-cours, stage-cours. Nos CC en période de stage, ils sont 1 semaine et demie après le début de la période de cours, à peu près. Donc, concrètement, on essaye tous de taffer après, mais c'est vrai que quand on sort à 18h, c'est un peu dur. T'as qu'une envie, c'est d'aller dormir, concrètement. Mais c'est important. Après, nous, ce qui nous a été conseillé, c'est de voir les pathologies. Par exemple, si tu t'es occupé d'un patient pendant ta journée de stage, c'est de relire l'item de la pathologie de ce patient-là. Et en vrai, ça aide, parce que du coup, le lendemain, tu viens, tu sais à peu près ce que le patient a, etc. Je pense que c'est le truc à faire. Après, s'avancer de ouf pour les contrôles continus et les examens, c'est un peu dur. Ok. Et pour rester un peu sur la thématique du coup de l'hôpital, des stages, etc., est-ce que vous pouvez un peu nous donner votre ressenti sur les stages que vous avez vécus en D1 ? Est-ce que ça change par rapport à la P2 ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes ou c'est à peu près la même chose qu'en P2 ? Peut-être qu'il y a un peu plus on passe plus de temps, je crois, par rapport à la P2 ou c'est la même chose, je sais plus. En période ? Ouais, en période, en termes de temps. En P2, on commence par un premier stage de 2 semaines, puis un stage de 4 semaines, 6 semaines au total. Et là, c'est 2 fois 6 semaines qui s'enchaînent en plus. Donc c'est vrai, et comme le disait Nina au début, c'est qu'il y a les examens en plus qui tombent pendant cette période-là. Donc c'est une période assez intense où il faut, pour le coup, aller en stage le matin et travailler l'après-midi. Avec bien sûr des stages qui sont pas tous autant demandants, mais... Ça, c'est pour le coup, on n'y peut rien. Mais déjà, d'être plus longtemps dans le service, ça permet comme disait Lina, de mieux s'intégrer, de mieux connaître l'équipe. Et ça permet de prendre en confiance pour typiquement prendre des initiatives et proposer de faire ça, de suivre un médecin en consulte. Et c'est en prenant des initiatives en fait, qu'on voit le maximum de choses. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et c'est vrai que de rester plus longtemps, ça permet de prendre en confiance pour demander tout ça. Et après, la différence je dirais pas de traitement qu'il y a, parce que pour le coup, moi j'ai eu la chance où j'ai eu que des stages où j'ai eu une bonne prise en charge, et j'ai toujours eu des CCA et des internes et des chefs de service même qui étaient très intéressés dans notre prise en charge et dans notre suivi, donc ça fait la différence. Donc je dirais la différence majoritaire moi que j'ai ressentie, c'est justement cette compréhension de la prise en charge du patient et aussi des pathologies. Pour le coup, on avait plus de choses en D1 qu'en P2. Donc ça nous permet pour le coup, ça se trouve c'est des pathologies qu'on a déjà étudiées, qu'on connaît. La réflexion derrière, l'interrogatoire aussi, ça commence à se roder un peu. Donc on comprend plus, on peut aussi prendre des initiatives. Moi ça m'est arrivé de faire une entrée avec l'externe, donc... on voit, et en plus c'est un externe donc, qui est assez proche de nous en termes d'âge, et on peut le connaître aussi, donc ça nous permet de voir réellement ce que ça donne de faire une entrée soi-même. Donc je dirais que c'est majoritairement ça, je pense, c'est la compréhension globale de comment fonctionne l'hôpital. C'est vrai que la P2 c'est quand même, on met les pieds, c'est le début, c'est vraiment le début. Donc voilà, BD1 on commence à prendre un peu plus en confiance, et on peut passer le tremplin vers l'externe après. Ouais, moi j'ai pas vraiment vu de différence entre on n'en demandait pas plus en D1 qu'en P2. Enfin, moi personnellement dans les stages où je suis passée. Mais par contre, ce qui change, c'est toi et ce que tu as déjà vu et ce que tu as encore à voir. Donc vraiment, c'est hyper important parce qu'en fait, à la fin de ta D1, il faut vraiment que tu sois rodé sur l'examen clinique et sur l'interrogatoire, parce que c'est toi qui fais tout après.
concrètement. Donc ça veut dire que si par exemple tu n'as jamais fait un examen neuro, que tu débarques et on t'a dit que le patient était un peu neuro, bah faut que tu demandes à ce qu'on t'accompagne faire l'examen neuro, que tu le fasses bien, que tu saches le faire après, à la fin de cette journée-là. Je pense que c'est important de... En fait, c'est plus sérieux. Enfin, faut se dire dans la tête que c'est plus sérieux, qu'il faut vraiment apprendre à être rodé en tant que D1 à la fin. Il faut qu'à la fin des 12 semaines de stage, sachant que vous changez en 6 semaines, que vous soyez prêt à faire du coup cet interrogatoire, examen clinique, plus ou moins rédaction de BMI. Enfin, c'est important. Et si on... Enfin, perso, mon premier jour d'externe, je suis arrivée, on m'a dit « Ah, il y a une entrée, va voir l'entrée, va faire interrogatoire, examen clinique, direct toute seule. » Donc j'avoue que j'étais passée dans de bons stages, on m'avait bien accompagnée, où j'avais déjà fait plus ou moins toute seule, donc ça allait. Mais je me suis dit, si début D1, on m'avait dit de faire ça... concrètement j'aurais ausculté quoi. Et encore j'aurais pas très bien entendu, donc vraiment faut se forcer à demander à faire, accompagner les externes quand il faut les entrer, accompagner les internes. Nous ce que les internes ils font souvent c'est qu'ils nous demandent d'ausculter avec eux, comme ça ils te montrent des fois quand il y a des petits problèmes, genre vraiment d'essayer d'être investi plus en stage, de pas être vraiment, de pas raser le mur en fait. C'est ça, souvent quand on se sent pas trop, vu qu'il y a de l'interne, le CCA, les chefs, je sais pas quoi, on se sent un peu comme dans le mur, mais non, en fait il faut vraiment essayer de participer à la prise en charge du patient, de poser des questions quand on comprend pas, c'est important. Oui, c'est hyper important de poser des questions pour le coup, être vraiment proactif quoi. Et ils savent très bien que vous êtes nuls et que vous savez rien, genre vraiment les CCA ils se disent il a 10 ans de moins que moi, donc et tout le monde est passé par là. Et tout le monde est passé par là, donc ils savent très bien. Et c'est parce qu'on est nul qu'après on devient fort. Exactement. Voilà. Ok, top. Bah, merci pour ce petit passage sur les cours, sur l'hôpital. Le temps avance. Si ça vous dit, je crois que Fantin est très très chaud pour nous parler un peu de sa vie associative et extrascolaire. Tu nous diras aussi 2-3 mots, Lina, sur toi, ton parcours. Que 2-3 mots. Donc qui veut se lancer, qui veut nous dire un peu ce qu'il a fait? Moi je peux commencer. T'énumères tout. Alors moi j'ai un CV associatif assez long, j'ai beaucoup aimé l'associatif. Moi j'ai fait, alors pour reprendre dans l'ordre, donc j'ai été au tutorat bien sûr en deuxième année. J'étais à la Ronéo aussi pour ma promo. J'ai fait un projet solidaire en Mongolie aussi en deuxième année. Ensuite, du coup, j'ai été élu au BDE en tant que VP ANEF, donc je me suis occupé de l'ANEF pendant 1 an. Ensuite, j'ai été aussi au pôle écolo évadé en D1 pour le coup. Et récemment, on a lancé le CRAB en fin de D1, donc je suis toujours trésorier du CRAB récemment lancé. Et accessoirement aussi, j'ai aidé à une association, mais hors de la fac, pour le coup, pour l'organisation d'un congrès ANEMF aussi, des JEA qui a été l'été dernier. Et je crois que c'est tout. Je crois que t'as manqué aussi un truc. T'as oublié le principal. J'ai oublié quoi? VP ANEMF. Non, je l'ai dit. T'es aussi élu étudiant. Je suis aussi élu étudiant, c'est vrai. C'est vrai. Mais waouh. Donc voilà. Mais comment la question c'est comment t'as fait? Enfin, comment t'as pu réussir Oui. Aussi t'as oublié un autre truc. Comment ça s'appelle, le parcours Averroès? Ah bah oui, c'est vrai que c'est pas un engagement associatif, mais c'est vrai. Oui, c'est un truc. C'est un truc en plus, mais c'est vrai que bah oui, j'ai fait beaucoup de choses et pour le coup après c'est assez personne dépendante, mais moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est que ce qui me permet de pas avoir l'impression de travailler, c'est justement de faire plusieurs choses différentes et justement de pouvoir changer entre les missions et d'avoir des missions qui sont à la fois très différentes. Donc c'est bien sûr les cours de médecine, mais après les cours Averroès qui sont beaucoup plus fondamentaux et une façon différente de travailler. Puis après faire des bilans prévisionnels pour la Mongolie ou le CRAB. Enfin, c'est ça qui me permet de me sentir épanoui et de... Voilà, donc c'est beaucoup de temps, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps, mais je regrette pas. Ça a été très enrichissant, chacune de mes expériences. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est l'organisation. N'hésitez pas à vous organiser, à hiérarchiser, à prioriser aussi, parce que c'est comme ça qu'on se perd pas. Il faut aller droit au but. Faut aussi, c'est un peu bateau de dire ça, mais une équipe qui fonctionne. Tout ça, je l'ai pas fait tout seul, et c'est aussi, j'ai pu le faire parce que j'avais des gens à côté de moi qui étaient très compétents et très investis aussi. Donc ça aide, et on s'en rend pas forcément compte, mais de pas le faire tout seul, c'est un gros support.
Donc oui, l'organisation et après, bien sûr, ça a été je pense surtout à l'ANEM, ça a été des consensus. Enfin, j'ai passé beaucoup de week-ends en déplacement loin et c'est fatigant, mais c'est pas des week-ends que je regrette et c'est vraiment très enrichissant. Donc je recommande si vous voulez faire VP ANEM. N'hésitez pas à venir en parler, je serais très content de vous en parler. Ok. Et toi, Lina, je crois que aussi tu as eu Ouais, je fais toi aussi. un poste important avec une cause très importante, des choses très compliquées à gérer. Bon, on va commencer par le plus chill. J'ai fait aussi du judo en tant que RM et VP Euro. J'ai aussi fait un projet solidaire à Sénégal en tant que communication. Et du coup, l'année dernière, mes postes les plus importants, j'étais Respo lutte contre les VSS et VP santé pub, donc au BDE. Donc ouais, gros poste qui était assez compliqué à gérer. En fait, c'est un poste qui est archi prenant émotionnellement. Tu t'attends pas forcément à avoir autant, mais qui a été vraiment super enrichissant. Je me suis fait former dans tous les sens pour pouvoir aborder plusieurs choses. On communiquait avec l'équipe professorale, etc. Donc c'était vraiment hyper enrichissant. J'ai vraiment grandi l'année dernière, vraiment énormément. C'est un poste qui t'amène aussi à être trusted people, notamment lors des événements, tout événement, pas que en soirée. Ouais. Donc pareil, c'est un rôle à endosser, donc voilà. Mais c'est vraiment... c'est assez difficile, mais quand on te dit merci à la fin, ça soigne ton petit cœur. Donc, franchement, je suis très très contente de l'avoir fait, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Et du coup, pour tous les deux, vu que à votre façon, chacun, vous avez eu beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'organisations à faire, vous pensez que ça a pu avoir une plus-value un peu sur votre profil, sur votre parcours, sur votre organisation, sur toutes ces choses-là? Est-ce que vous conseillez du coup à des gens qui nous écoutent, qui voudraient faire de l'assaut, d'en faire? Moi, je peux pas... je vous supplie de faire l'associatif, s'il vous plaît. En plus, c'est quelque chose qu'on voit un peu en perdition ces dernières années. Mais en fait, c'est dur avant d'être dedans, de se rendre compte de la richesse que ça apporte, en fait. Je vais paraître bateau encore une fois, mais... Moi, c'est avant tout déjà des gens. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens et des amis. Maintenant, c'est des amis proches que je garde et que je garderai toujours. Donc, rien que ça vaut le coup et ça vous apprend, ça vous fait vous découvrir vous-même aussi. C'est vrai qu'on on est dans des parcours qui sont assez... qui sont très exigeants. Donc, en fait, on est facilement submergé par tout le travail, etc. Donc, justement, de pouvoir... voir cette haute facette de la fac avec des gens investis comme vous et qui sont passionnés, vous allez apprendre sur vous allez apprendre sur les autres, sur les choses, vous allez gagner en compétences sur plein de domaines comme disait Lina, par exemple la formation TP, on nous explique tous les mécanismes et comment prendre en charge une personne si elle a besoin, et ça c'est pas juste un harnais qu'on peut mettre en soirée. En fait, vous devenez TP et vous l'êtes après tout le temps, et vous l'êtes à la fac, vous l'êtes dans toute votre vie, même à l'extérieur. Donc c'est vraiment des qualités que vous avez, et pour le coup je trouve que comme je disais, on nous demande dans le parcours d'être de plus en plus polyvalent pour avoir une réflexion globale et une approche globale du patient. Donc pour le coup, l'associatif, c'est éminemment important pour ça. Vous allez gagner en compétences là où vous ne pourrez pas forcément avec les études. Donc moi, je peux que vous conseiller de faire de l'associatif. Vraiment, ça décroche des compétences qui sont hyper importantes. Il y a eu un guide des soft skills, et je pense que ça développe énormément d'avoir des compétences, pas que ok, je sais soigner une embolie pulmonaire. En fait, c'est important d'être une bonne personne autre qu'un bon médecin. Tu peux pas être un bon médecin si t'es pas une bonne personne avant. Et je pense que déployer ces compétences et de se faire former, de vraiment grandir en tant que personne, c'est important, parce qu'on a de longues études. Et si on ressort de ces études comme on y est entré, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, c'est important de pas trop que se terrer dans cette vie, associativement en médecine ou pas. Moi, personnellement, je me suis engagée en dehors de la fac. Et c'est important de communiquer avec d'autres personnes et de faire vivre la personne qui est en toi et qui n'est pas juste un futur médecin, quoi. Et justement, du coup, par rapport à ça, à contrario, est-ce que vous pensez que...
on peut se le dire, je pense que l'année dernière, vous avez quand même consacré une bonne partie à la fac de votre temps, etc. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez, entre guillemets, perdu du temps, enfin en tout cas moins de temps à consacrer peut-être aux gens que vous côtoyiez avant qui étaient hors médecine, vos parents, vos familles, etc. Est-ce que vous avez vu quelque chose de différent sur ça ? Il faut demander à nos parents. Mes parents, ils répondront oui. Après, c'est encore une fois, c'est toi qui poses tes limites. Moi, je sais que j'habite toute seule, donc tous les week-ends, enfin quasi tous les week-ends, je suis quand même rentrée voir mes parents parce que c'était important pour moi. Et même si je passais que en dimanche midi avec eux, je suis quand même rentrée. Et c'était mes limites, c'était ma limite, c'était de me dire, ok, je veux quand même voir mes parents. Une fois par semaine, une fois par semaine, au moins une fois. Donc c'était ma limite et j'ai casé ça, c'était acté en fait, tout le monde le savait. Que même si je rentrais pas le week-end, je rentrais dans la semaine en fait, et c'était acté. Et si j'étais pas là un mardi soir parce que j'étais pas là, c'est mon dos. C'est moi qui décide. Pareil, mes potes en dehors de médecine, j'ai toujours continué à les voir. C'était hyper important pour moi. En fait, moi vraiment, j'ai essayé d'avoir une vie associative, d'être à fond dans la médecine, etc. Mais de garder aussi à côté, parce que franchement, sinon, avoir trop médecine, après, on pète un câble. En fait, on devient un peu chiant. On voit que ça. C'est important de pas être, comme j'ai dit, d'être une bonne personne et pas juste un bon médecin, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Lina, et pour le coup, moi aussi, j'ai essayé de garder un maximum de contact avec l'extérieur, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, où en plus, on va faire un métier qui, à mon sens, est éminemment, qui cristallise beaucoup de phénomènes sociétals. C'est très prout-prout ce que je dis, mais je le pense quand même. Je pense qu'on va être confronté à des choses qui sont beaucoup plus larges et importantes que nous, et en fait justement ce serait nous desservir que de rester dans nos études, à travailler, à être que entre soi, parce que c'est vrai que voilà, on va faire le même métier après, et je pense que c'est pas ce qu'il faut se mélanger, il faut aller vers les autres, ça demande des efforts, c'est fatigant, bien sûr que il y a des fois je me disais je préférais dormir, et puis je me disais bon, après c'est juste aller faire un resto avec des amis, et après j'étais très content, et ils ont plein de choses à m'apporter et j'ai plein de choses à leur apporter aussi. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'image parfois un peu de sectarisme, etc. Parce que c'est vrai que c'est des milieux, pour les profanes, c'est un peu effrayant, et le fonctionnement est pas forcément connu. Donc rien que de pouvoir leur faire découvrir ce que c'est, c'est une chance pour eux, et pour nous aussi de nous dire, ah mais en fait tout le monde ne pense pas comme moi, tout le monde ne sait pas ça, tout le monde... Et ça, c'est éminemment important, je trouve. C'est hyper important. Surtout qu'on grandit et on s'en rend pas compte qu'on grandit, mais on est dans notre vingtaine et on avance. Et quand on regarde à l'extérieur, on voit que les gens avancent, qui grandissent, qui commencent à avoir des projets, etc., qui commencent à finir leurs études. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai pas refait d'année ou quoi, donc je suis censée être au bon âge, à la bonne année, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais je commence déjà à avoir mes potes à l'extérieur qui ont fini leur licence, qui commencent à avoir des stages, des jobs, il y en a qui commencent à se marier. Il y en a qui... en fait, ils ont des salaires alors que moi, j'ai gagné 2 € de l'air. C'est un peu effrayant. Mais en fait, c'est pour ça que c'est important de mettre une tête à l'extérieur et de voir comment la vie avance. Parce que nous, en vrai, on n'avance pas énormément. On est un peu dans nos collèges et dans nos Ronéo, et on gagne 1 € de l'heure, mais c'est important de voir qu'à l'extérieur, ça avance, et que arriver à 30 ans quand on aura fini, nous aussi, il faudrait qu'on avance un jour, quoi. Et je dirais même, pour finir, que au-delà d'une chance pour nous de pouvoir nous confronter à l'extérieur et de sortir de notre bulle, c'est aussi un devoir, j'ai envie de dire, de faire l'effort de sortir de notre zone de confort, etc., au vu du métier qu'on va et de la charge qu'on va prendre. C'est éminemment important. Ok, top. Merci pour ce petit témoignage sur cette vie associative. On va finir aussi sur un petit mot, si tu veux, Lina, sur ce début d'externat. Si tu peux nous dire un peu globalement comment ça se passe, si tout va bien, c'est un bon début. Ouais, pour l'instant c'est un bon début, ça commence petit à petit. C'est assez difficile de se mettre en route, mais on y arrive, tout le monde le fait, donc il n'y aurait pas de raison. C'est un peu compliqué, on est un peu... Après là c'est cool parce qu'on commence sur une période de stage, du coup on apprend un peu à ce job d'externe.
En vrai, la première semaine, c'est beaucoup d'appréhension, beaucoup de ok, il faut que je fasse tout ça, c'est compliqué. Ok, il y a la première visite, je dois présenter un patient, je sais pas comment faire, mais en vrai, on s'y habitue, là, ça avance. Là, comme j'ai dit, on est à la 5e semaine et concrètement, bah, on a notre place dans le service, on commence à. Après, je pense que ça dépend toujours des stages, bien sûr, mais en fait, on a le temps de s'habituer. En fait, en passant ces journées entières, pareil, on fait des gardes. Enfin, en fait, il y a plein de. Encore, c'est une nouvelle découverte, en fait. On recommence encore un nouveau cycle et le début est assez compliqué, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout le monde le fait et ça devrait bien se Ça va passer. le faire. Ouais. Ça va le faire. Et toi, Fantin, du coup, cette année sabbatique, sans être trop une année sabbatique, Est-ce tu que peux tu nous expliquer, conseilles déjà, nous Bah, expliquer en fait pourquoi tu fais une année sabbatique? Donc c'est la continuité de mon parcours Averroès, donc qui propose de faire un M1 sur la P2 et la D1. Et du coup, ça me permet de faire un M2 maintenant, Ok. là où en faisant par exemple le master biologie santé assez classiquement fait, ça permet de faire un M2 mais plus tard. Et un M2, qu'est-ce que ça apporte en médecine? En fait, c'est typiquement, moi je suis assez intéressé par la recherche, etc. Et une carrière possiblement hospitalo-universitaire. Mhm. Donc en fait, ça permet après pour typiquement être chef de service, chef de clinique, etc., de permettre de passer des thèses, etc., d'avoir des labos de recherche et voilà, de rentrer dans, entre guillemets, cette figure de HU, donc avec ces 3 missions d'enseignement, de clinique et de recherche. Mhm. Donc moi, c'est typiquement ce qui, humblement, à l'heure actuelle, m'attire, T'intéresse, ouais. mais voilà, donc ça rentre dans ce choix que j'ai fait. Et ça me permettait aussi de faire une année, entre guillemets, bah, on va dire pas plus tranquille, parce que c'est quand même exigeant à M2, mais avec un rythme différent, avec aussi me permettre de m'intéresser à d'autres choses. Donc de faire une pause avant de plonger dans l'externat et voilà, j'ai envie de dire, dans ce tunnel qui dure quelques années. Donc voilà, ça me permettait aussi de prendre mon souffle avant de partir en apnée. Donc voilà, j'ai vu comment allier 2 choses qui me semblaient bien pour moi. Donc pour l'instant, je ne regrette pas. Ok. Bah, Stratégique. trop bien, trop bien. Ok, bah on va finir peut-être sur ça. Aussi, si vous pouvez nous dire un petit mot sur la D1. Vraiment, on essaie de faire pareil. Un mot qui... Un mot. Hmm. Euh, j'ai envie de dire hybride parce que vous êtes partagé. Vous êtes partagé entre plusieurs choses, à la fois vous êtes plus en P2, mais vous y êtes encore un peu avec l'intégration et voilà, et à la fois vous commencez à être plus des externes, mais vous l'êtes pas totalement encore. Donc je dirais vraiment partagé, c'est vraiment pour moi une année de transition. Là où la P2 c'est vraiment de la découverte, pour le coup la D1 c'est la transition vers l'externat, où là où vous allez vraiment apprendre ce que c'est le métier d'être médecin. Donc moi je dirais ouais, hybride. Hybride, ok. Moi, c'est pas aussi profond. Hein. Mais, C'est ok. Je sais pas, moi j'avoue, je saurais pas trop. J'aurais peut-être dit associatif, parce que mon année a été beaucoup tournée vers l'associatif. Mais ouais. Ok, associatif, bah c'est bien. Ok, bah top. Et aussi, j'avais une petite question. Si vous avez peut-être une anecdote ou quelque chose qui vous fait penser à votre D1. Ah, qui fait penser à la D1 Ouais. Ou au cours de votre D1, un truc qui s'est passé Tu nous prends au dépourvu là. un moment phare, ou je sais pas, un Un moment moment où vous phare, avez ok. kiffé, vous êtes dit ah putain trop bien et tout. À kiffer, moi je pensais à Ou autre chose, hein. ça. Ce qui te vient, ouais. Ah mais peut-être toi, il y a un moment, toi, je pense, qui a été important aussi au cours de la D1. On en a vaguement parlé, mais là c'était... Ah, la fameuse mobilisation. Oui, bah ça a été ça pour le coup, ça a été un moment phare. marquant. Mémorable. Ça a été une période très 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 intense. En plus où en fait moi j'étais sur la fin de mon mandat et le début du mandat de mes pious. Et finalement on s'est retrouvés à les aider parce que bon, ils savaient pas les comment dire, encore une fois ils découvraient à peine donc, de gérer une mobilisation comme ça. Donc c'était, pour ceux qui ne savent pas, c'était contre les propositions de coercition médicale pour lutter contre les déserts médicaux. Donc on a fait tout un travail avec l'ANEF en amont, bien sûr, de savoir quel était le positionnement des étudiants en médecine, et puis ensuite de portage auprès des institutions. Et après, au vu des temporalités parlementaires, etc., des votes et des différents votes qu'on a pu avoir, c'était
d'essayer de porter notre voix. Donc nous, on a organisé au sein de la fac des stands pour expliquer ce que c'était, pour sensibiliser à ce sujet-là. On a fait aussi des amphis. On a aussi parlé de la précarité étudiante, qui est aussi un gros sujet. Et donc tout ça nous a mené à une mobilisation, donc avec un préavis de grève pour les externes, et également avec une manifestation pour le coup. Nous aussi, en parallèle, donc avec Alice, Chloé et Thibaut, on a pu rencontrer notre député de la circonscription de la faculté pour parler de ce sujet-là, ce qui n'a pas apporté ses fruits, pour être tout à fait honnête, mais au moins on a eu l'occasion d'en discuter. Et donc ça a été une période, oui, très, très intense, très enrichissante aussi pour le coup. Si vous voulez d'autres compétences pour votre CV, par exemple, monter une mobilisation dans une faculté, c'est quelque chose à mettre sur un CV. Mine de rien, en vrai, on vous remercie parce que c'est quand même quelque chose qui était très important et qui, je pense, concerne tous les étudiants en médecine de manière générale. Oui. Et merci encore pour ce que vous avez fait, la mobilisation et tout. C'est très gentil. On a essayé de sensibiliser au maximum sur le sujet et c'est vrai que beaucoup de nos débats à la nef parfois passent à la trappe parce que ça peut être des débats assez techniques ou qui paraissent éloignés pour le coup de nos considérations d'étudiants actuels. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de s'ouvrir au monde, c'est qu'en fait tout ce qui se passe actuellement dans la scène politique et dans le monde en général, c'est éminemment lié à ce qui se passe aussi dans nos hôpitaux et dans nos services après. Donc c'est important de s'investir, de se mobiliser quand il faut et de savoir dire non à la coercition. On retient, non à la coercition. Et toi, je crois, Lina, aussi, à un moment peut-être fort en émotion, c'était peut-être au moment où tu as lâché ton poste. Ah ouais. Je t'en mais qu'est-ce qu'il va parler ? De quoi il va parler ? Mais oui, franchement, c'était hyper émotif. Mais ça a fait du bien. Je pense que c'est cool de lâcher aussi. Ouais. J'ai lâché tout d'un coup. Je me suis un peu intéressée à la NEMF, mais au final, non. Mais ouais, en vrai, c'est cool de rien faire aussi. Ouais. Du coup, okay. Vous vous sentez pas coupable si vous faites rien, ouais. C'est hyper cool. Et c'est important. Ok. Merci beaucoup à vous deux. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. C'était hyper super. Cool. Si on a d'autres questions, enfin s'il y a des P2, des D1 qui ont des questions, est-ce qu'ils peuvent peut-être vous retrouver à la BU, dans les couloirs Globalement, on est un peu là tout le temps, on fait partie des meubles. Mais sinon, quand vous nous voyez, n'hésitez pas à nous venir, on est toujours là pour un café et pour la discute, on adore ça. Ouais. Mais... Surtout, ça a fait une bonne excuse pour pas travailler. Ou par message aussi, n'hésitez pas, Messenger, Instagram, on est là. Ok, top. Merci encore à vous et puis bon courage pour la suite, l'externat et la mathématique. Ciao. Ciao.